quatrième et dernier exemple de ce chapitre, où là, ce coup-ci, l'énoncé est le suivant. Donc on vous dit qu'un grossiste fournit en viande 3 cantines, les commandes arrivent chaque matin, et chaque commande sont des variables aléatoires indépendantes de loi normale, d'espérance respectivement 55, 65 et 30 kg, et d'écart type 4, 10 et 3 kg. Et on vous demande de calculer la quantité de viande dont le grossiste doit disposer pour que le risque de ne pas pouvoir satisfaire à la demande soit inférieur à 5%. Donc regardons comment est-ce qu'on va faire pour répondre à cet exercice. Alors du coup, on va d'abord, comme d'habitude, traduire l'hypothèse, traduire les hypothèses qu'on a dans l'énoncé avec des variables aléatoires et voir ce qu'on peut en dire après. Donc qu'est-ce que l'on sait ici? On a donc 3 cantines qui font 3 commandes chaque matin. Donc on va appeler CI la commande de la cantine I. Quand je dis commande, je veux dire c'est la quantité de viande commandée. Commande de la cantine I en kilos. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que chacune de ces CI suit une loi normale. On a C1 qui suit une loi normale de paramètres. Alors c'était 55 pour la moyenne et l'écart type était de 4. Donc, je vous rappelle, attention, comme l'écart type est de 4, il faut mettre ici la variance, donc 4 au carré. On va voir C2 qui suit une loi normale de paramètres. Donc, la cantine 2 c'était 65 et 10 au carré. Et la cantine 3, bien sûr, une loi normale de paramètres 30 et 3 au carré. On peut clairement supposer que les 3 commandes sont indépendantes ici, parce que les 3 cantines n'ont aucun lien, elles n'ont aucune raison d'avoir un lien entre elles. Donc on peut supposer C1, C2, C3 indépendantes, et réfléchir à ce qui nous intéresse. Donc là, ce qui nous intéresse, je relis, calculer la quantité de viande dont le grossiste doit disposer pour que le risque de ne pouvoir satisfaire à la demande soit inférieur à 5%. Donc moi, je veux satisfaire à la demande de mes 3 cantines. Donc déjà, ce qui va m'intéresser, c'est pas C1, C2, C3 seul, c'est le total, la commande totale que je vais recevoir. Quelle est la commande totale que je vais recevoir? C'est C1 plus C2 plus C3. Donc on va appeler ça, on va noter C, la commande totale, que le grossiste va recevoir. Et on peut dire que C, c'est égal à C1 plus C2 plus C3. Du coup, ce que je peux dire de C, d'après mes énoncés, comme j'ai une somme de loi normale indépendante, je peux dire que c'est une loi normale de paramètres. Je vais faire la somme ici de mes espérances. On va le faire de tête. 55 plus 65, on va avoir du 120 et 30, 150. Et de variance, pour faire la variance, je vais faire la somme des variances. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler quelque chose que j'ai dit dans la vidéo, mais je vous le répète maintenant. Si dans certains cours, vous voulez mettre 55,4 au carré, vous voyez 55,4, c'est sans doute que vous suivez un cours fait par un statisticien. En fait, il y a 2 écoles. Les probabilistes, pour la loi normale, ils mettent ici la variance à chaque fois. Les statisticiens, ils ont plutôt l'habitude de mettre l'écart type ici. Pourquoi? Parce que pour les statisticiens, ce qui va nous intéresser, c'est plus l'écart type pour le coup. Et pourquoi les probabilistes préfèrent sans doute mettre les carrés? Ce que je pense, et justement par rapport à ce qu'on vient de vous dire là, c'est quand vous mettez les carrés, quand vous mettez donc les variances, si vous prenez la somme de la loi normale, il faut faire la somme des variances aussi. Alors si vous mettez les écarts types, ça ne marche plus de faire juste la somme du deuxième paramètre. Donc je pense pour cette raison que les probabilistes préfèrent mettre les carrés et plutôt les variances que les écarts types en deuxième paramètre. Mais donc, si un jour vous voyez les écarts types en deuxième paramètre et pas la variance, c'est sans doute que vous suivez un cours de statistique ou fait par un statisticien. Et ça a une logique aussi. Pour le coup, en stats, ça a une logique de mettre l'écart type parce qu'on va vraiment s'intéresser qu'à ça. Bref, j'en dis pas plus pour le moment. Donc je vais faire la somme, je reprends. 4 au carré, ça va donner 16, plus 10 au carré, 100, donc je fais à 116, plus 9, 125. Donc C, ça suit une loi normale d'espérance 150 et de variance 125. Donc là, j'ai bien posé mon énoncé. Maintenant, relisons la question. Quantité de viande dont le grossiste doit disposer pour que le risque de ne pouvoir satisfaire la demande soit inférieur à 5%. Moi, ce que je cherche la quantité de viande que le grossiste doit avoir. Autrement dit, en autre façon de le dire, je cherche le stock de viande que le grossiste doit avoir. Donc ce que l'on cherche ici, on cherche S. On cherche petit s, le stock. Nécessaire pour que la proba on ne satisfait pas la demande. Je vais essayer d'écrire un peu mieux quand même. On ne satisfait pas à la demande. Donc on veut que cette proba soit inférieure à 0,05. Donc on veut que le risque de ne pas pouvoir satisfaire tous les clients soit inférieur à 5%.
Comment traduire cette phrase avec mes variables aléatoires, ou plutôt la variable aléatoire ici que j'ai réussi à centraliser, c'est le C qui est ici. Donc quand est-ce qu'on ne satisfait pas la demande? On ne satisfait pas la demande si la commande est commande par rapport au stock. Donc pour que je ne satisfasse pas ma demande, c'est qu'il faut que ma commande soit par rapport au stock S, je vais laisse réfléchir, il faut qu'elle soit supérieure au stock S. Si la commande est supérieure à mon stock, c'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir fournir tous les comptines. Et du coup, je ne vais pas remplir ma part du contrat, on va dire. Donc ici, proba de C plus grand que S, il faut qu'elle soit inférieure à 0,05. Comment est-ce qu'on va faire pour résoudre ici cet exercice? Alors, quand on a une loi normale, un réflexe que vous devez avoir tout le temps, le réflexe que je vais vous donner là, doit être aussi important que le réflexe de respirer dans la vie. Parce que dans la vie, si vous ne respirez pas, vous mourrez, clairement. C'est un peu pareil, de façon moins dramatique bien évidemment, quand vous travaillez sur des lois normales. Quand vous travaillez sur des lois normales, si vous n'avez pas les réflexes de centrer et de réduire, on peut dire que, pour parler un peu crûment, c'est mort pour vous pour cet exercice. Parce que si vous ne centrez pas et que vous ne réduisez pas, vous ne pourrez pas faire de calcul. Donc on doit tout le temps avoir un réflexe. Donc là, la loi normale qui m'intéresse, c'est celle-ci, c'est la C. On va poser, on va considérer, en général on l'appelle N, la loi normale centrée réduite. Donc N égale ma variable, C, moins la moyenne, c'est-à-dire moins l'espérance, moins 150, divisé par l'écart type, c'est-à-dire par la racine de la variance, donc divisé par racine de 125. Et quand je fais ça, j'obtiens quoi? Une loi normale centrée et réduite. Et pourquoi je dois absolument faire ça? Parce que, je vous l'ai déjà dit un peu, dans l'autre vidéo de cours, quand on travaille sur des lois normales, en fait, la densité de lois normales, qu'on appelle la gaussienne, on ne peut pas en calculer de primitive. Donc, on ne pourra pas calculer les intégrales en lien avec cette densité. Donc, le seul moyen de faire, c'est qu'on a une table pour la loi normale centrée réduite, qui a été faite de façon numérique, et qui nous permet d'avoir des valeurs pour certaines probas données. Et du coup, la table, on l'a que pour la loi normale centrée réduite, bien évidemment, parce qu'on peut très bien... si j'ai une loi normale non centrée non réduite, ça va une infinité. Il faudrait donc une infinité de tables. Et ça, c'est pas possible de faire une infinité de tables. Mais grâce à la propriété qui est là, je peux toujours passer d'une loi normale non centrée non réduite à une loi normale centrée réduite. Et du coup, je vais pouvoir toujours lire sur la table de loi normale centrée réduite. Donc c'est pour ça que ce réflexe est très important. Donc toujours penser à centrer et à réduire. Du coup, une fois que je suis là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais centrer et réduire aussi dans mon calcul. C'est-à-dire, plutôt que de dire proba de C plus grand que S, je vais dire proba que C moins 150 divisé par racine de 125. Et bien évidemment, si je le fais à gauche de mon inéquation, il faut que je le fasse aussi à droite de mon inéquation. Donc supérieur à S moins 150 sur racine de 125. Je veux que cette proba elle soit inférieure à 0,05. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait apparaître le N qui est là. Là, je l'ai fait apparaître ici. Donc là, c'est ma loi normale centrée réduite. Est-ce que maintenant je peux lire sur ma table? Toujours pas. La table, ce qu'elle vous donne, la table de la loi normale, elle vous donne la fonction de répartition de la loi normale. Je rappelle, une fonction de répartition, c'est une proba que votre variable aléatoire soit inférieure à une valeur. Là, j'ai pas inférieur, j'ai supérieur. Comment je passe de inférieur à supérieur? Vous avez toute la solution, je pense. Je fais 1 moins. Donc ça me donne ici 1 moins proba de N inférieur à S moins. Alors si je suis totalement rigoureux, comme j'ai mis strictement ici, je vais mettre ici supérieur ou inférieur ou égal. Donc proba de N inférieur à S moins 150 divisé par racine de 125. Racine de 125, et ça doit être plus petit que 0,05. Qu'est-ce que je fais une fois que je suis là? Alors d'abord, je vais commencer par envoyer le 1 de l'autre côté. Donc quand j'envoie de l'autre côté, j'obtiens moins proba plus petit que moins 0,05. Et donc quand je multiplie par moins 1, j'obtiens que moins 0,95, pardon. J'obtiens donc proba de N qui ajoute la notation. Je vous rappelle la notation qu'on utilise dans le cours. Quand j'ai la fonction de répartition de loi normale, on l'a donné un nom, on l'appelle phi. Donc là j'ai phi de S moins 150 sur racine de 125. Je vous rappelle, c'est juste la définition. Par définition, proba de N plus petit que S moins 150 sur racine de 125, j'appelle ça phi de S moins 150 sur racine de 125. Donc cette proba doit être supérieure à 0,95. Qu'est-ce que je vais faire de ça à présent? Je vais chercher dans la table de loi normale, que j'ai oublié de mettre à côté, mais je ne l'ai pas très loin non plus. Donc je m'éloigne quelques secondes, je suis de retour. Donc je prends la table de la loi normale que j'ai ici. Alors là, vous n'allez pas très bien voir de loin, mais je vais vous expliquer le principe. Donc là, qu'est-ce que je cherche? Moi, je ne veux pas phi de quelque chose, je veux plutôt savoir phi de quoi est supérieur à 0,95. Du coup, vous allez chercher dans votre table de la loi normale en disant à l'envers, c'est-à-dire en cherchant d'abord dans le cœur de la table. Vous allez chercher dans le cœur de la table, et quand vous voulez la première proba qui dépasse 0,95, vous allez regarder dans le cœur de la table quel est le premier moment où vous dépassez 0,95 dans le cœur de la table. Alors, je vous invite à prendre votre table sous vos yeux.
Vous cherchez dans le cœur, vous regardez à quel moment je dépasse 0,95. Alors je vais regarder ici. Alors, le premier moment où on dépasse 0,95, c'est 0,9505. 0,9505, à quoi ça correspond? Si je regarde en ligne, j'ai du 1,6, je n'essaie pas de faire de décalage, et en colonne, j'ai du 0,05, donc ça me correspond à 1,65. Donc je vous rappelle que là, vous avez une précision d'un chiffre après la virgule, là vous avez le deuxième chiffre après la virgule. Donc je reprends 0,9505 qui était là, je le retrouve. Donc ça correspond à 1,6 à cet endroit-là, et là à 0,05. Donc ça vous donne 0,65. Je vais finir le calcul là encore une fois. Donc ça me donne que je dois avoir que S moins 150 sur racine de 125, ça doit dépasser, donc on l'a dit, je vous avais dit 1,65 de mémoire. Et donc qu'est-ce que je vais faire de ça? Moi, ce qui m'intéresse, c'est S. Donc pour retrouver S, maintenant je vais prendre S doit être supérieur à 1, supérieur ou égal, je vais mettre d'ailleurs 1,65 fois racine de 125 plus 150. Alors pour que ce soit parlant, je vous ai fait le calcul ici, je l'ai noté, donc on va avoir S supérieur ou égal à, ça fait 168,45. Autrement dit ici, pour être sûr de toujours satisfaire les clients avec que cette proba soit inférieure à 0,05, il faut que j'ai minimum un stock de 168,45 kg de viande. Et ça termine ici cet exercice. On a vu une première fois comment manipuler des lois normales, on en fera plein d'autres exemples en TD.